Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le mardi 14 mai 2024. Au micro, Olivier Mazy, associé en charge du droit social chez KPMG Avocats, et Xavier Carcin, avocat membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui sera à nouveau consacrée à la question délicate de l'acquisition de congés payés en période d'arrêt de travail et, plus précisément, aux nouvelles règles en la matière issues de la loi du 22 avril 2024. Lors de notre émission du 16 novembre dernier, qui est toujours disponible sur l'application Radio KPMG, nous avions évoqué l'évolution majeure que constituent les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui, sur le fondement du droit européen, instaure un droit pour chaque travailleur d'acquérir des congés au cours des périodes d'arrêt maladie. Ces solutions ont placé les entreprises face à de nombreuses incertitudes. Incertitudes d'abord quant aux conséquences immédiates de cette évolution, qui implique des modifications en termes de gestion du personnel. Incertitude ensuite quant aux conséquences potentielles de ces arrêts, qui peuvent conduire de nombreux salariés ou anciens salariés à solliciter des rappels de congés au titre des périodes passées. C'est pour cela, Olivier, qu'une intervention législative était attendue. Elle a pris la forme d'un amendement à un projet de loi portant diverses mesures d'adaptation du droit de l'Union européenne. Promulguée le 22 avril dernier, cette loi est désormais en vigueur. Avant d'examiner le contenu, Xavier, on peut dire que ce texte a été adopté de manière express, sans faire l'objet de réels débats. C'est le moins qu'on puisse dire. Si le gouvernement avait annoncé, après les arrêts du 13 septembre 2023, qu'il présenterait un texte pour mettre le Code du travail en conformité avec le droit de l'Union européenne, on a attendu fébrilement ce texte pendant plusieurs mois. Le texte a finalement été déposé par le gouvernement le 12 mars, via un amendement à un projet de loi dont l'examen parlementaire était sur le point de s'achever. Le texte gouvernemental a donc été adopté très rapidement, sans faire l'objet d'un réel examen par l'Assemblée nationale et le Sénat, et n'a fait l'objet d'aucune modification significative. Intéressons-nous maintenant au contenu du texte. Celui-ci comporte deux parties, l'une concerne l'avenir, l'autre le passé. Tout à fait, Olivier. La première partie du texte a pour objet de mettre le Code du travail en conformité avec le droit de l'Union européenne. À cette fin, la loi modifie les textes existants qui faisaient obstacle à l'acquisition de congés au cours des périodes de suspension du contrat de travail liées à l'état de santé du salarié. Par ailleurs, elle crée de nouvelles règles relatives au report des congés qui n'ont pas pu être pris en raison d'un arrêt de travail. Dans sa seconde partie, le texte comporte des dispositions concernant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, qui sont destinées à limiter l'ampleur des rattrapages pour les entreprises et à sécuriser leur situation. L'acquisition de congés payés au cours des périodes d'arrêt maladie est donc désormais prévue par le Code du travail ? Le texte qui subordonne l'acquisition de congés payés à l'accomplissement de périodes de travail effectif reste inchangé. Simplement, le Code du travail assimile désormais toutes les périodes de suspension du contrat de travail liées à l'état de santé du salarié à des périodes de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. C'est une nouveauté pour les périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle qui donne désormais droit à l'acquisition de congés. Cela existait déjà pour les périodes d'arrêt de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cependant, l'assimilation était limitée à 1 an. Cette limite temporelle est à présent supprimée. Cette assimilation des périodes d'absence pour maladie à du temps de travail pour l'acquisition de congés payés est cependant limitée pour les absences d'origine non professionnelle. En effet, Olivier, il faut faire une distinction en fonction de l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail. L'arrêt de travail d'origine professionnelle est désormais intégralement assimilé à une période de travail effectif et donne donc droit à l'acquisition de 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois dans la limite de 30 jours par an, soit 5 semaines. Pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle, l'acquisition est limitée à 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours, soit 4 semaines par an. Compte tenu des règles légales de calcul des congés, notamment les règles d'équivalence et d'arrondi, cette limitation n'affectera pas les salariés qui auront été absents pendant une courte durée au cours de la période annuelle d'acquisition des congés. En revanche, un salarié absent pendant l'intégralité de cette période d'acquisition ne va acquérir que 4 semaines de congés payés. Rappelons, Xavier, que cette distinction existe également s'agissant du calcul de l'indemnité de congés payés. Effectivement, les périodes d'arrêt de travail d'origine professionnelle sont considérées comme des périodes intégralement travaillées et rémunérées pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les périodes d'arrêt de travail d'origine non professionnelle sont en revanche considérées comme ayant été travaillées et rémunérées à 80%. Il nous faut maintenant évoquer les nouvelles règles relatives au report des congés payés. Il paraît utile pour bien comprendre la finalité de ces règles de rappeler la problématique du report et les congés concernés. Les congés payés s'acquièrent au cours d'une période de référence annuelle. À défaut de convention ou d'accord collectif, cette période de référence court du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante. La période de référence ou d'acquisition doit être distinguée de la période de prise de congé, au cours de laquelle les congés acquis doivent être pris. Cette période est fixée chaque année par accord collectif ou par décision de l'employeur et doit nécessairement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre. En principe, les congés payés doivent être pris chaque année au cours de la période de prise de congé. Ils ne peuvent pas être reportés ni être remplacés par une indemnisation. Le report des congés payés concerne des salariés qui, parce qu'ils sont en arrêt de travail pour maladie, se sont trouvés dans l'impossibilité de prendre des congés qu'ils ont acquis avant ou en cours d'arrêt de travail pendant la période annuelle de prise de congé. Les nouvelles règles posent donc comme principe que les congés qui n'ont pas pu être pris au cours de la période normale de prise de congé font l'objet d'un report pour pouvoir être utilisés postérieurement à la reprise du travail. Quelles sont les modalités pratiques de ce report ? Le texte prévoit que s'ils n'ont pas pu être pris au cours de la période de prise de congé, les congés acquis restent dus et pourront être pris postérieurement à la reprise du travail. Plus précisément, les congés reportés devront être pris dans un délai de 15 mois à compter de la délivrance par l'employeur d'une information au moment de la reprise du travail. Il revient donc à l'employeur d'informer le salarié, dans un délai de 30 jours à compter de la reprise du travail, d'une part du nombre de jours de congé dont il dispose, et d'autre part de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé pourront être pris. Le texte précise que cette obligation d'information peut être délivrée par tout moyen et peut notamment figurer dans le bulletin de paye. À la lecture du texte, on pourrait penser que l'obligation d'information à la charge de l'employeur devra s'appliquer systématiquement à l'issue des périodes d'arrêt de travail, et ce, quelle qu'en soit la durée. Il est vrai, Olivier, que le texte est particulièrement large. Cependant, la question du report ne concerne pas tous les congés acquis au moment de la reprise du travail. Lorsque le salarié revient dans l'entreprise, si tout ou partie des congés payés acquis sont encore susceptibles d'être pris au cours de la période annuelle de prise de congé, ces congés devront être pris normalement. Le report ne concerne que l'hypothèse dans laquelle des congés acquis au cours d'une période de référence n'ont pas, du fait de la suspension du contrat de travail, pu être pris au cours de la période de prise de congé correspondant à cette période de référence. De fait, l'obligation d'information concerne essentiellement les cas d'arrêt maladie ayant conduit au report de congés payés. On l'a compris, le principe est que les congés acquis et n'ayant pas pu être pris ne sont pas perdus et ont vocation à être utilisés dans les 15 mois suivant la reprise du travail. Cependant, l'acquisition de congés payés en cours d'arrêt maladie peut potentiellement aboutir à un cumul très important de congés qui peut s'avérer problématique pour les entreprises. Le droit européen prévoit une possibilité de mesure dérogatoire en cas d'arrêt de travail de longue durée. Tout à fait, Olivier. La Cour de justice de l'Union européenne considère que l'acquisition de congés payés au cours des périodes d'arrêt de travail de longue durée peut potentiellement entraîner un cumul illimité et qu'une telle situation ne répondrait pas aux finalités du droit au congé et ferait en outre peser sur l'employeur des difficultés trop importantes dans l'organisation du travail. La Cour de justice admet donc une possibilité de prévoir une limitation de la durée du report, alors même que le salarié est encore en arrêt de travail, avec pour conséquence l'extinction des droits à congé au-delà d'une certaine durée. La Cour de justice considère qu'une durée maximale de report de 15 mois, courant non pas à compter de la reprise du travail, mais à compter de la fin de la période d'acquisition des congés payés, peut être instaurée. Un tel système permet une extinction progressive des congés acquis par le salarié et un plafonnement du nombre de jours de congés acquis qui pourront être pris par le salarié à son retour dans l'entreprise. La nouvelle loi instaure donc un tel mécanisme destiné à limiter l'accumulation de congés pendant les périodes d'arrêt de travail. En effet, Olivier, le nouveau texte prévoit que dans certaines hypothèses, la période de 15 mois de report des congés payés non pris ne commence pas à courir au moment de la reprise du travail, mais à la date d'expiration de la période d'acquisition des congés, et ce, même si à cette date, le salarié est encore absent. Si au terme des 15 mois à compter de l'expiration de la période de référence, le salarié est encore en arrêt de travail, les droits à congés acquis au titre de cette période s'éteignent. Attention cependant, le texte ne prévoit pas que le délai de report de 15 mois va systématiquement courir à compter de l'expiration de la période de référence lorsque le salarié est encore absent à cette date. Le délai ne va commencer à courir que lorsque le salarié est déjà en arrêt de travail depuis au moins un an à cette date.
Les modalités de mise en œuvre paraissent donc singulièrement complexes. C'est un euphémisme. Si le salarié tombe malade alors qu'une période de référence annuelle est en cours, il ne pourra, par définition, pas être en arrêt de travail depuis au moins 1 an au moment de l'achèvement de cette période de référence. Le délai de report de 15 mois ne pourra donc pas courir à partir de cette date, mais probablement à compter de l'expiration de la période de référence suivante. Il nous semble donc qu'un salarié absent va potentiellement pouvoir accumuler des congés payés pendant une très longue durée et que le mécanisme ne permet pas de limiter à une durée raisonnable les congés susceptibles d'être acquis en cas d'arrêt de travail. Par ailleurs, le mécanisme ne paraît pas non plus permettre un plafonnement équitable des congés payés qui serait le même pour tous les salariés à partir d'une certaine durée d'arrêt de travail. En effet, selon notre lecture du texte, les nouvelles règles peuvent conduire à faire dépendre arbitrairement le nombre de jours acquis par un salarié, non pas de la durée de son arrêt de travail, mais de ses dates de départ et de retour dans l'entreprise. En toute hypothèse, les nouvelles dispositions législatives vont s'avérer délicates à mettre en œuvre pour les entreprises. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la Direction générale du travail n'a pas été en mesure d'expliciter ces nouvelles règles en donnant des exemples concrets et non biaisés. On peut donc regretter que le nouveau texte rédigé par les services du ministère du Travail ait été adopté à la va-vite, sans aucune concertation publique ni aucun débat. Alors que l'on était en droit d'attendre que l'intervention du législateur permette aux entreprises de déterminer aisément le point de départ de la période de report et la date d'extinction des congés en cas d'arrêt de travail de longue durée, les nouvelles règles vont générer des difficultés et probablement des contentieux. Cette évocation d'un risque contentieux nous amène naturellement, Xavier, à parler de la seconde partie du nouveau texte législatif qui vise à limiter les effets des arrêts du 13 septembre 2023 pour la période passée. Première question, le législateur ne pouvait-il pas prendre une loi de validation et dire que ce revirement ne produisait d'effet que pour l'avenir ? Le gouvernement a interrogé le Conseil d'État sur une telle éventualité. Dans un avis publié, le Conseil d'État a expliqué qu'une telle loi n'était pas envisageable, la Cour de cassation n'ayant dans ses arrêts de 2023 fait que se conformer à des règles européennes applicables en droit interne. Les salariés disposent, en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'un droit direct à l'acquisition de congés au cours des périodes d'arrêt de travail, et ce, depuis le 1er décembre 2009. Le législateur ne pouvait donc pas, sans méconnaître le droit de l'Union européenne, remettre en cause le principe même de cette acquisition depuis 2009. Selon le Conseil d'État, le législateur pouvait en revanche, même pour la période antérieure à la loi, faire en sorte que cette acquisition soit strictement limitée à ce qui est nécessaire pour permettre le respect du droit de l'Union européenne. Une telle limitation permet de réduire l'ampleur des rattrapages susceptibles d'être demandés par les salariés ou anciens salariés. C'est le sens du texte présenté par le gouvernement. La limitation de l'ampleur des rattrapages passe d'abord par l'application d'une partie des nouvelles règles à la période courant du 1er décembre 2009 à l'entrée en vigueur de la loi. En effet, la loi prévoit que, sauf dans les hypothèses où l'acquisition de congés payés résulterait d'une décision passée en force de chose jugée ou de l'application d'une convention collective plus favorable, les nouvelles règles qui limitent l'acquisition de congés à 2 jours ouvrables par mois et 24 jours par an en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle sont applicables à la période antérieure. De même, sont également applicables à cette période les nouvelles règles de report permettant pour les arrêts de travail de longue durée de faire courir le délai de report alors que le salarié est encore en arrêt maladie. Ces mécanismes peuvent donc conduire à un plafonnement du nombre de jours acquis et susceptibles d'être sollicités par des salariés au titre des périodes d'arrêt de travail les plus longues. La loi prévoit une autre mesure de plafonnement des demandes potentielles. Il faut rappeler que, selon le droit de l'Union européenne, le travailleur bénéficie uniquement d'un congé payé annuel d'au moins 4 semaines, soit 24 jours ouvrables. Dans ces conditions, l'absence d'acquisition de congés au cours des périodes d'arrêt de travail n'est contraire au droit de l'Union européenne que dans l'hypothèse où elle a effectivement empêché le salarié de bénéficier de 4 semaines de congés annuels. C'est pourquoi le législateur prévoit qu'un salarié qui a d'ores et déjà pu bénéficier de 24 jours ouvrables de congés au titre d'une période de référence ne pourra formuler aucune demande de rappel de congé au titre de cette période. Si le salarié n'a pas bénéficié de 24 jours ouvrables de congé, le rappel de congé sera limité à ce qui est nécessaire pour atteindre ce montant, en tenant compte des jours dont le salarié a déjà pu bénéficier. Cette limitation devrait réduire assez considérablement l'ampleur des rappels de congé susceptibles d'être demandés. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Jusqu'à quand les salariés ou anciens salariés pourront-ils formuler leur demande de rappel de droit à congé payé ? Le législateur a souhaité que les incertitudes pour les entreprises liées à l'acquisition de congés payés par les salariés ne durent pas éternellement. Il est donc prévu que toute action relative à l'acquisition de congés payés au cours des périodes d'arrêt de travail entre le 1er décembre 2009 et l'entrée en vigueur de la loi
devra, à peine de forclusion, être introduite dans les 2 ans à compter de cette entrée en vigueur. Les demandes qui seront formulées postérieurement au 23 avril 2026 seront donc définitivement irrecevables. Compte tenu de cette date butoir, les entreprises doivent donc s'attendre à être saisies de demandes de rattrapage. Quelle doit être leur attitude ? Dans la mesure où seule la saisine du Conseil de prud'homme est de nature à interrompre le délai de forclusion, il est recommandé aux entreprises de ne surtout pas procéder à des régularisations spontanées, mais d'attendre d'être saisies de demandes de la part des salariés ou d'anciens salariés. Ces demandes devront être précises. Ce sera en effet au salarié ou à l'ancien salarié d'établir que des jours de congé ou un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés lui sont dus au titre de période d'arrêt de travail clairement identifiée. Ces demandes devront être examinées au cas par cas, au regard des limitations que nous venons d'exposer. Il appartient donc à chaque entreprise de définir la ligne de conduite qu'elle entend tenir face à d'éventuelles demandes. Une entreprise peut parfaitement choisir de ne faire droit à aucune demande et d'attendre d'éventuelles actions en justice. Il reste cependant, Xavier, une inconnue notable pour déterminer la stratégie à adopter. Dans quelle mesure les demandes susceptibles d'être opérées par les salariés ou anciens salariés, au titre de la période entre le 1er décembre 2009 et la nouvelle loi, peuvent être considérées comme prescrites ? Effectivement, Olivier, la question de la prescription est un peu l'éléphant dans la pièce. Comme nous l'avions évoqué dans notre émission du mois de novembre, il existe sur ce point une réelle incertitude sur la possibilité même d'invoquer une prescription, dans la mesure où la Cour de cassation juge qu'en matière de congé, l'employeur ne peut se prévaloir de la prescription que s'il a mis en mesure le salarié de prendre ses congés. Or, les salariés malades n'ayant pas droit à l'acquisition de congés avant le revirement de septembre 2023, ils n'ont pas, par définition, été informés de tels droits. La loi ne comporte pas de précision en la matière et il va sans doute falloir attendre que la Chambre sociale se positionne sur cette question déterminante. Les employeurs en sont donc réduits à formuler des hypothèses. Compte tenu des incertitudes actuelles, ils peuvent parfaitement décider de refuser de faire droit aux demandes anciennes qu'ils considèrent prescrites, quitte à prendre le risque d'une éventuelle condamnation dans l'hypothèse où le salarié agirait en justice et où la juridiction saisie écarterait la prescription. Même si l'on n'est pas certain que cette position soit suivie par la Cour de cassation, on peut ici évoquer la position adoptée par le Conseil d'État dans son avis délivré au gouvernement. Le Conseil d'État considère que les demandes formulées par des salariés qui ont quitté l'entreprise et qui ne peuvent donc solliciter qu'une indemnité compensatrice de congés payés sont soumis à la prescription triennale de l'article L3245-1 du Code du travail. En vertu de ce texte, les anciens salariés ne seraient pas recevables à demander un rappel d'indemnité s'ils ont quitté l'entreprise depuis plus de 3 ans avant la saisine du Conseil de prud'homme. S'ils ont quitté l'entreprise depuis moins de 3 ans, leurs demandes ne peuvent porter que sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail. Les incertitudes persistent donc en matière de prescription et cette question aux enjeux considérables devrait donner lieu à d'importants débats dans les mois à venir. Toutes les questions ne sont donc pas réglées. L'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 impose néanmoins aux entreprises de mettre en œuvre, dès à présent, les nouvelles dispositions relatives aux congés payés dont nous avons souligné la complexité. Les entreprises doivent, par ailleurs, se préparer à faire face à des demandes de régularisation de la part de salariés ou d'anciens salariés, s'agissant de la période antérieure à 2024. Les équipes de KPMG Avocats sont évidemment à leur disposition pour les aider à faire face à ces défis. Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir très prochainement. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des Sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt sur nos ondes. Les Sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.